aussi. Alors bonjour à tous, déjà n'hésitez pas à m'interrompre à tout moment si vous avez des questions. J'ai listé 20 astuces pour l'imagerie planétaire et en fait on va pas toutes les faire parce que je pense qu'on sera arrivé aux 45 minutes avant. Donc on va aller jusqu'où on peut aller et surtout j'ai mis en priorité les choses un petit peu nouvelles. Alors avant de commencer, je voulais avoir une petite pensée pour Gérard Thérin qui nous a quittés il y a 5 ans et c'est quand même quelqu'un qui a montré un peu le chemin dans ce domaine-là, la rigueur qu'il faut avoir. Si on fait de l'imagerie planétaire, il a participé avec Thierry Legault à communiquer aux gens, attention à la collimation, attention à la mise en température. Enfin, il a un peu participé à poser des bases de ce qu'on pratique aujourd'hui. J'ai eu la chance là l'année dernière de récupérer l'un de ses télescopes, le VMC 260. Enfin, il en avait deux, mais l'un des deux qu'il utilisait à la fin. Donc son VMC 260, lui, continue à vivre, à faire des occultations, du ciel profond. J'ai pas l'occasion de l'utiliser si souvent que ça, mais enfin l'une des raisons pour lesquelles je l'ai pas utilisé tant que ça, c'est voilà l'année 2024 qu'on peut résumer comme ça. Alors peut-être que dans le sud de la France ça a été un peu mieux, mais en tout cas en région parisienne, ça a été une année vraiment atypique et très très compliqué. Donc ça n'a pas laissé le temps d'expérimenter beaucoup de nouvelles choses. Et tout ce que ça donne envie, c'est de changer de pays. Là, par exemple, j'étais au printemps chez Alain Moury à San Pedro d'Atacama. Il fait un peu plus beau qu'ici. Enfin non, en fait, c'est une boutade de mettre ça, mais moi, ça me trotte de plus en plus dans la tête de pourquoi pas un jour avoir un télescope piloté à distance pour le planétaire. Il n'y a pas grand-chose qui existe pour le moment et la question, c'est plutôt de savoir comment mettre ça en place plutôt en termes de moyens. Parce qu'en fait, techniquement, on commence à avoir à peu près tout ce qu'il faut pour avoir un télescope dédié à l'imagerie planétaire piloté à distance. C'est ce qui n'était pas forcément vrai il y a encore quelques années en arrière. Alors la première astuce, c'est corriger la réfraction. Là, j'enfonce une porte ouverte. Maintenant, je pense que tout le monde est au courant que l'atmosphère a un effet de prisme dont on s'est moqué pendant bien longtemps, et puis au bout d'un moment, en fait, on est arrivé à un niveau de résolution dans nos images où l'effet de prisme de l'atmosphère est devenu visible. Alors cet effet de prisme, évidemment, est maximum quand on est proche de l'horizon. C'est ce qui produit, le phénomène est plus compliqué que ça, mais c'est ce qui participe à produire le rayon vert. On peut voir aussi, quand on regarde aux jumelles la Lune proche de l'horizon, on voit qu'il y a un bord qui est rouge et l'autre qui tend vers le bleu-vert. Donc c'est un effet qui peut être assez fort quand on est proche de l'horizon. On a eu pas mal d'années ces dernières années avec Saturne et Jupiter très basses dans le ciel, donc c'est devenu vraiment important de corriger ça. Donc il existe plusieurs modèles. Ce qui est important à avoir en tête, s'il y a un message à faire passer sur les correcteurs de réfraction, c'est que si vous prenez les correcteurs de réfraction quasiment les moins chers du marché, il y a ceux de Omegon, Zwo, il y a plein de marques qui proposent plus ou moins le même modèle. Ces modèles-là fonctionnent très bien. Donc c'est pas forcément utile de dépenser des 1000 et des 100. Il y a des correcteurs plus chers comme celui-ci que j'utilise, qui est même horriblement cher. La différence, c'est que dedans, il y a 4 prismes. Et le fait d'avoir 4 prismes, ça permet de garder l'axe optique droit quand il traverse les prismes. En fait, l'axe optique est ramené dans le bon chemin. Mais c'est 4 prismes avec des verres un peu particuliers. C'est pour ça que ce type de correcteur coûte un petit peu cher. Mais la marque, c'est Greatstar, c'est un Allemand qui fait ça. Il les fabrique un peu au compte-gouttes et le prix est assez prohibitif. Je conseille pas forcément d'acheter ce type de correcteur. Et en plus, le fabricant est pas très réactif quand on communique avec lui, ce qui est un peu, vu le prix du matériel, moi, ça m'a un petit peu déçu qu'il soit pas plus. En l'occurrence, le correcteur que j'ai acheté, moi, il a des prismes qui transmettent mal l'ultraviolet. Ça fait 2 ou 3 ans qu'il me promet de me faire un changement, pour une somme raisonnable, de changer les prismes et ça traîne. Donc par rapport à ce que vous disiez sur les Zwo, c'est ça, quand on bouge la position des lentilles, ça décale l'image. Oui, ça décale l'axe optique, ce qui est évidemment un problème sur un certain nombre de télescopes. Mais on va voir qu'on peut, selon la configuration du matériel, on peut limiter ce problème. Dernièrement, j'ai eu l'occasion de tester ce correcteur de réfraction qui est, alors il n'est pas facile à trouver, il n'y a pas beaucoup de revendeurs, faut chercher. Le fabricant s'appelle Cherizé, c'est un fabricant chinois.
faut chercher Sun Observer et on peut le trouver parfois sur eBay, parfois sur AliExpress. Je conseille pas forcément de tout acheter sur AliExpress, mais quand vous avez le choix entre AliExpress qui se débrouille je ne sais pas comment pour faire rentrer le matériel sans ajouter de frais de douane, ou alors acheter en Angleterre ou aux États-Unis, où là par contre on va vous rajouter 20% de frais de douane plus des frais de dossier. AliExpress c'est une bonne solution, donc il n'est pas donné, hein, c'est 500 €. Mais donc là, pourquoi ce correcteur est vraiment super, il est électronique en fait. Quand vous le montez sur le télescope, il détecte tout seul l'horizon. Il peut fonctionner, il y a un mode pour Cassegrain, un mode pour Newton. Et surtout, vous allez faire un réglage une fois sur une planète, à un moment donné, vous faites votre réglage. Et en fait, il est possible de conserver ce réglage, il va garder ce réglage en mémoire, et à mesure que la planète monte ou descend dans le ciel, il va changer la correction. Et quand on débranche le correcteur, qu'on le réutilise la fois suivante, il va se souvenir de ce réglage. Et même si vous avez tourné le correcteur par rapport au télescope, parce que vous avez rangé votre matériel, lui, de toute façon, il va rechercher l'horizon tout seul. Quand j'ai eu des nuits très très stables, cette mise horizontale automatique qu'il fait, elle peut être légèrement imparfaite, mais quand j'ai eu à faire une correction, c'était de l'ordre de 3-4 degrés, donc c'est une correction quand même assez subtile et assez marginale. Et en tout cas, moi j'ai été très surpris. Le seul défaut du produit, c'est l'écran qu'il y a sur le dos. Si vous commencez à être frappé de presbytie ou si vous êtes né hypermétrope, il va peut-être vous falloir une loupe ou en tout cas des lunettes. Mais à ce détail près, l'objet est bien construit. Il fonctionne bien. Cette image de Jupiter, elle a été faite avec ce correcteur. On était loin de l'opposition, hein. On était au mois de septembre et l'image est tout à fait qualitative. Comment il s'écrit le produit? Parce que là, on est IADC, donc EADC, et le fabricant c'est Sun Observer, ou alors Cherizé, mais si vous mettez dans Google, en fait, il a du mal à le trouver, hein, donc il faut vraiment pourquoi pas aller directement dans AliExpress et c'est pas évident à trouver sur eBay selon les périodes. Je pense qu'il y a des moments où il est disponible, des moments où il est plus disponible. Donc c'est un peu aléatoire et pas évident à se procurer, mais en tout cas ça marche très très bien. C'est une image avec une caméra couleur ou là c'est couleur a priori, oui. Ouais. Ouais. Et vous avez testé pour l'UV, est-ce que ça passe ou pas? Alors j'ai pas eu l'occasion de tester, par contre j'ai été en contact avec eux, je leur ai demandé et ils m'ont dit que en gros dans le proche UV ça va passer, le très proche UV, par contre il n'y a pas d'optimisation pour aller jusqu'à alors je sais pas exactement où ça s'arrête, là il faudrait faire des mesures, mais typiquement j'imagine qu'à 380 nanomètres tout se passe bien. Et probablement que, comme la plupart des verres un peu simples, vers 350 nanomètres, ça doit commencer à s'effondrer, et puis à 300, on doit probablement ne plus rien avoir du tout. Mais il y aurait, dans l'absolu, ça mériterait de faire des tests un peu plus poussés pour la partie UV. Alors, une autre astuce récente, là, dans les mises à jour de WinJupos, on était souvent embêté quand un satellite passait devant Jupiter, ou alors les satellites autour de Jupiter. Quand on faisait la mesure, si on voulait faire la dérotation pour empiler plusieurs images entre elles, les satellites, en fait, ne suivaient pas. Typiquement, ils prenaient une forme allongée de filet. Et si on voulait faire un traitement pour combiner plusieurs images de satellites entre elles, c'était compliqué, c'est quelque chose qu'il fallait faire un petit peu à la main. Et depuis quelques temps, peut-être depuis 1 an à peu près, dans les options tout là-haut du module de dérotation, on a des options pour, alors déjà pour optimiser l'alignement des images ici, et surtout en bas on a quelque chose qu'on peut cocher pour tenir compte du déplacement des satellites. Donc ça c'est pas mal du tout. Quand le satellite est devant la planète, c'est toujours un peu imparfait. On doit, si on coche ça, en fait, on a une boîte qui s'ouvre pour choisir la taille du satellite en nombre de pixels. Donc il faut faire ce réglage à la main, c'est pas évident. Donc on peut avoir des imperfections quand le satellite est devant la planète. Par contre, s'il est autour de la planète, ça fonctionne bien. Alors quelque chose de très nouveau aussi dans SharpCap, c'est un logiciel que je recommande pas forcément par défaut pour l'imagerie planétaire. Je trouve que FireCapture est beaucoup mieux
optimisé et adapté dans l'ergonomie des menus et même les fonctionnalités. Par contre, dans SharpCap, il y a depuis 6 mois, 1 an à peu près, un module pour faire du live-stack, on dirait du visuel assisté peut-être maintenant, sur les planètes. Et c'est vraiment bien fait, hein, on peut choisir le nombre d'images qu'on empile et on peut faire tout un tas de traitements sur l'image empilée en temps réel. Donc ça, c'est un outil à titre individuel. Si le but est de faire de l'imagerie haute résolution, je vous conseille pas spécialement de l'utiliser. Par contre, sur une soirée d'observation publique, c'est un outil qui peut être intéressant. On peut dire à SharpCap d'empiler des séries de 10, 20, 30 images. Ça va aller vite, hein. 30 images, on va mettre 1 seconde à les faire. Et d'appliquer un petit traitement et ça permettra d'avoir en temps réel une image qui apparaît à l'écran qui va être plus qualitative que ce qu'on aurait eu simplement en mettant une caméra comme ça. Bon, après, si on fait une soirée d'observation publique, autant que possible, autant montrer les planètes à l'oculaire aux personnes. Mais bon, je sais pas, dans certains contextes où il y a des centaines de visiteurs d'un coup, passer sur un écran, ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a de plus en plus d'animations grand public faites avec des EV-scopes, par exemple, ou des télescopes de Vaonis. Le fait de montrer sur un écran, ça peut permettre de faire un peu une conférence en live dehors. Je sais qu'un club du Morvan fait ça avec Dominique Proust, où ils vont dans des campings, ils sortent l'écran avec le V-scope, et Dominique Proust, qui est astrophysicien, fait une conférence comme ça sous les étoiles. C'est plutôt sympa et c'est plutôt une bonne utilisation, je trouve, de ce genre d'outils qu'on peut avoir aujourd'hui. À titre de comparaison, dans la foulée de l'utilisation de SharpCap, donc on voit l'image de Saturne, c'était pas une soirée incroyable, hein, et dans la foulée, j'ai fait cette image-là, donc on voit évidemment le gain qu'on peut avoir si on utilise les outils habituels. Évidemment, on a quelque chose de bien meilleur, mais voilà, c'est un outil en plus qui existe, qui est assez bien fait et assez rigolo. Alors, si on utilise un Newton, il y a une astuce pas forcément très intuitive. Quand on a un Newton, déjà on n'a pas assez de focale. Le Newton va être ouvert à f sur 4, f sur 5. Nous, en imagerie planétaire, on veut plutôt aller quelque part entre f sur 15 et f sur 25. Tout dépend de la caméra utilisée, la taille de ses pixels, etc. Et il y a un montage en fait qui a été identifié par Marco Lorenzi chez APM, fait une Barlow dédiée au Newton, donc qui va corriger la coma. Et en fait, Marco Lorenzi a fait le calcul. Alors je crois que cette Barlow déjà de base est faite pour pouvoir s'empiler 2 à 2. Il y a un montage qui est prévu pour ça. Donc pour pouvoir vraiment beaucoup augmenter la focale des Newton et corriger la focale. Marco Lorenzi a fait les simulations dans, je sais pas si c'est dans Zimax ou quoi, des spot diagrammes qu'on a avec cette Barlow et ça corrige effectivement bien les images dans le champ. Ce qui est intéressant quand même, hein, sur un Newton à f sur 4, la coma dans le champ, ça s'exprime vraiment très très vite. Donc la corriger, c'est vraiment intéressant. Et alors Marco Lorenzi, on peut voir ici le genre d'image qu'il fait, hein, ça fonctionne vraiment bien. On y reviendra plus tard si on a le temps sur Marco Lorenzi. Et un autre truc vraiment surprenant avec ce montage-là, il y a Jean-Paul Auger qui l'a adopté. Lui, il utilise un Newton Skywatcher de 400 mm. Et en fait, avec ce montage-là, vu que le montage corrige la coma, eh ben, il se contente de faire la collimation avec un laser de collimation et c'est suffisant. Et ça, pour moi, c'est bluffant, parce que qu'un laser de collimation fonctionne pour faire de l'observation visuelle du ciel profond, je veux bien. Mais par contre, en planétaire, sur un Newton ouvert à 4, la coma, elle va commencer à s'exprimer. Je ne sais pas exactement, il faudrait faire la simulation, mais ça doit être à 5 minutes de l'axe optique. À 5 minutes d'arc de l'axe optique, je pense que la coma commence à devenir vraiment problématique. Peut-être même que c'est un peu moins. Et avec un laser, obtenir cette précision, c'est difficile. Mais là, vu que les Barlow corrigent la coma, eh ben, ça fonctionne. Il a fait vraiment depuis des images avec ce montage. Jean-Luc, là, tu expliques quoi? On fait la collimation du Newton et on met les Barlow ensuite? Oui, c'est ça. Le plus étonnant, c'est ça, c'est qu'il fait la collimation d'abord et il met la Barlow ensuite et ça fonctionne. Parce qu'il y a un aspect d'alignement des axes de la Barlow sur oui. L'axe du Newton. Hein, là que Oui, mais enfin, j'imagine en fait que les Barlow, même s'il y a un petit résidu de coma au centre, le fait de corriger globalement, ça va apporter une tolérance qui fait que ça fonctionne, quoi. Enfin, pour moi, c'est étonnant. C'est genre, on m'aurait dit, je vais faire quelqu'un m'aurait dit qu'il allait faire ça. J'aurais dit, ouh là là.
Mais bon, bah, il se trouve que ça marche. Je crois que Jean-Paul faisait déjà la communication laser avant d'avoir le correcteur et ça marchait déjà pas mal. Ouais, mais bah moi je regardais ces images, des fois il lui en manquait justement. Donc il y a eu toute une phase en fait de rodage là de son télescope où il avait des bonnes images, mais il en avait beaucoup sous le pied. Alors que là typiquement c'est la dernière image qu'il a fait avec ça. Alors c'est sûr qu'on peut faire encore mieux, hein, c'est un 400, mais bon voilà, il observe quasiment dans les Ardennes. Avec la météo qu'on a cette année, c'est plutôt prometteur. Et là sur une image comme ça, il n'y a plus vraiment de traces, de signes de résidus de coma. Oui. Donc c'est des barlots 2,7 fois et il y a 2 barlots empilés. Alors selon le tirage entre les deux, je ne sais pas quelle est la puissance effective résultante, mais on doit être, du coup ça doit amener le télescope quelque part autour de f sur 25, peut-être un peu moins. Ça faudrait lui poser la question à lui, à Jean-Paul directement. Après Marco Lorenzi, lui son télescope, je pense qu'il est ouvert à 4 au départ, donc ça peut tolérer quand même d'y aller un peu fort avec les barlots. Alors un autre conseil que je donne souvent, c'est de... Oui. Parce qu'on parle de collimation planétaire, les solutions Tribatinov, si vous avez déjà testé la collimation? Non, je l'ai jamais testé sur la collimation. Je sais que certaines personnes font ça. On a même eu des discussions assez longuement avec un amateur où moi je lui disais en fait le Tribatinov, si on rajoutait des axes, on pourrait peut-être même faire de la mesure sur les optiques. Dans la mesure où on voit la coma déjà avec 3 axes, en fait, si on était astucieux, après à développer en termes de logiciel, c'est pas forcément évident. Concrètement, en fait, je sais pas si faire une collimation comme ça, c'est suffisant. Mais après, je vois pas forcément de raison de faire une collimation avec un masque de Batinov, dans la mesure où on peut le faire sur étoile directement. Et moi, je conseille toujours autant que possible. Ce que fait Jean-Paul Auger, c'est un peu l'exception, mais c'est un montage particulier. Mais autrement, je conseille toujours de faire la collimation, même si possible, avec la caméra sur étoile, sachant que justement, on a les correcteurs de réfraction qui peuvent dévier l'axe. Donc, si on met un oculaire et que la position du foyer n'est pas la même, la collimation faite avec un oculaire peut différer de la collimation avec une caméra. Je suis d'accord. Mais de toute façon, le Tribatinov, on peut le faire avec une caméra, avec l'ADC monté et au contraire, parce que en plus ça bouffe visiblement du signal, donc je pense qu'il faut un peu intégrer, mais on conserve le montage optique qu'on va utiliser pour la prise du planétaire. Mais vous avez essayé et vérifié que ça marche ou c'est ça hein. On a fait un, voilà, je n'ai pas encore vraiment testé dans les bonnes conditions, mais bon. C'était ma question. Bah, la réponse c'est que je sais pas en fait. Donc si vous essayez que ça marche, ça m'intéresse. Mais après moi sur étoile, je trouve que ça fonctionne quand même bien. Et tout à l'heure par rapport à SharpCap là, qui permet de faire, ça m'intéresse particulièrement, la view sur les planètes. Est-ce qu'on ne peut pas s'en servir justement pour faire de la collimation au partage des rings? Ah si, oui, je pense. Ouais. Je crois qu'il y a d'autres logiciels qui permettent comme ça aussi de faire de l'empilage en direct pour la collimation. Mais c'est sûr que c'est une utilisation... Après, les PC aujourd'hui vont tellement vite que moi, je traite les images tout de suite avec AutoStackert en une petite vidéo sur étoile. En quelques secondes, c'est traité, mais... On peut le faire. Comment? Avec SharpCap, on peut le faire. Ouais. J'ai jamais essayé, mais c'est vrai que dans SharpCap, il y a vraiment beaucoup d'outils. Faut peut-être avoir une licence payante. Elle est payante, ouais. C'est de l'ordre de 15-20 $ par an, quelque chose comme ça. Alors, un autre conseil que je donne souvent, c'est, on fait des images planétaires. Dans un premier temps, ça peut être un amusement technique, un challenge de faire toujours mieux. Personnellement, au bout d'un moment, au bout de plus de 10 ans, 15 ans à faire de l'imagerie planétaire, pour trouver de la motivation, c'est vraiment la perspective d'avoir des programmes de sciences participatives qui m'a donné envie notamment de réobserver à domicile et de faire des choses de façon très régulière. Donc il y a beaucoup de programmes de sciences participatives qui existent en observation planétaire. La chose la plus simple, en fait, c'est d'alimenter différentes bases de données. Les 3 principales sont celles-ci. PVOL, c'est l'université de Bilbao. Alpo Japan, c'est un peu l'équivalent de la SAF au Japon, qui a une très bonne base de données. Et puis, il y a vraiment des amateurs formidables dans les astronomes amateurs japonais. Ils sont vraiment extrêmement pointus.
Et puis JunoCam, c'est la partie science participative de la sonde Juno, qui fonctionne toujours. Cette caméra JunoCam était censée supporter, je ne sais plus, un nombre très limité, 10 ou 20 survols de Jupiter, et aujourd'hui, je ne sais même plus à combien on est peut-être à 50 ou au-delà, et la caméra fonctionne toujours. Le principe dans JunoCam, en fait, c'est que les internautes participent au choix de cible pour orienter la caméra, et pour savoir vers quelle cible orienter la caméra, la mission se base sur les images prises par les amateurs. Donc d'où l'intérêt d'uploader les images que vous prenez sur cette base, et évidemment les images ont plus d'intérêt si elles sont prises peu de temps avant le survol de Jupiter. Et puis oui, il y a un autre programme. Alors, on fait une présentation lundi avec Emmanuel Baudouin, Jean-Louis Lunstein et quelques autres sur les aurores de Mars. Il y a si on était astronaute sur Mars, on serait capable de voir des aurores polaires sur Mars. Alors c'est des aurores polaires au sens magnétique, c'est-à-dire qu'il y a plein de dipôles sur Mars. En fait, il n'y a pas un pôle nord et un pôle sud fort comme sur Terre, mais il y a des régions avec un champ magnétique fossile, et ce champ magnétique est suffisant pour provoquer des aurores polaires. Et donc toute la question qu'on se pose, c'est de savoir si on peut les détecter depuis la Terre, sachant qu'elles ont été détectées par des sondes autour de Mars. Et il y a plusieurs bandes d'émission. Nous, notre jeu, c'est d'aller les chercher dans le bleu. Et à ce petit jeu-là, en 2018 ou 2020, on a fait une détection qu'on a pensé être une aurore polaire au début. Et en fait, en regardant mieux les images, on a vu que c'était autre chose. Et en fait, ça a fait l'objet d'une publication scientifique. En fait, ce qu'on a vu, c'est un nuage de 3000 km de long à 90 km d'altitude, ce qui est pas banal. Surtout sur Mars, l'atmosphère est beaucoup plus raréfiée que sur Terre. Des nuages très hauts sur Mars avaient déjà été observés. Mais un nuage aussi haut, aussi grand, a priori, on est les premiers à détecter quelque chose comme ça. Donc on a passé beaucoup de temps pour arriver à mesurer sa hauteur, et puis pour isoler les hypothèses de ce qui pouvait composer ce nuage. Alors, on parlait d'ADC. L'ADC, moi je vois beaucoup de questions régulièrement encore sur les forums. Comment est-ce qu'on règle l'ADC ? Personnellement, ce que je fais, c'est surexposer l'image. Là, c'est même sous... Enfin, j'expose encore plus que ça, jusqu'à rendre le globe de la planète tout blanc. Et à ce moment-là, les liserés rouges et bleus de part et d'autre de la planète, on les voit très bien. Et je trouve que de cette façon-là, on arrive à faire un réglage précis assez rapidement. Une autre astuce en passant pour la mise au point, moi souvent ce que je fais, c'est que je réduis le temps de pause pour avoir une image peu bruitée. Enfin, j'allonge le temps de pause et je bouge le gamma, notamment sur Jupiter. On obtient ce type de rendu où la mise au point devient beaucoup plus lisible. Et il y a d'autres astuces possibles, en fait. Là, c'est dans Fire Capture. Alors, quand on va dans les préférences de Fire Capture, on peut personnaliser ce qui apparaît dans cette barre ici. Fire Capture, je trouve qu'il est vraiment très convivial, très efficace à utiliser. Par contre, si on est sur sa première utilisation, la configuration de base peut ne pas être intuitive. La configuration de la roue à filtre, la configuration de tous ces menus. Si on a un écran en 4K, il faut aller chercher l'endroit où adapter l'écran pour que la typo soit lisible. Ça peut prendre un peu de temps. Par contre, une fois que c'est réglé, quand on ouvre Fire Capture, il se souvient de la configuration de la roue à filtre. Ces menus apparaissent comme il faut. Le fond rouge, si on veut ne pas s'éblouir, est tel quel, etc., etc. Bref. Et donc, il y a un petit module, en fait, où on peut augmenter la saturation sur les bords de la planète pour mieux voir le réglage du correcteur de réfraction. Avec la météo qu'on a actuellement, en fait, j'avoue que j'ai pas utilisé cette option-là. On a aussi dans Fire Capture la possibilité de faire des traitements en temps réel, d'empiler des images, d'enlever un dark, d'enlever un offset. On peut faire plein de choses. Et l'un des traitements qui peut être fait en temps réel, c'est aussi de toucher à la saturation. Donc c'est dans Fire Capture deux façons différentes d'augmenter la saturation de la planète pour mieux voir ces problèmes de réfraction et les corriger au mieux. Ce que j'ai remarqué souvent dans Fire Capture ou dans SharpCap, c'est pareil.
on a un petit outil d'aide qui nous dit il reste tant de pixels à corriger dans tel sens. Et en fait, cette mesure, elle est pas stable en fait avec la turbulence. Et je trouve que le réglage que je fais à l'œil est meilleur que ce que m'indique ce petit outil d'aide. Donc je vous invite vraiment à plutôt utiliser ces méthodes de surexposition, de saturation pour bien régler l'ADC. Et ça, c'est quelque chose, à ma connaissance, qui est nouveau dans Fiber Capture. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été ajouté, mais j'avais pas connaissance de cette option avant. Alors, on évoquait justement le fait que le correcteur de réfraction va dévier l'axe optique du télescope. Évidemment, si on observe Jupiter actuellement qui doit monter presque à 60 degrés, la correction de la réfraction est faible, donc la déviation de l'axe va être faible, donc on n'aura pas forcément de problème. Par contre, si on observe une planète un peu plus basse, comme Saturne en ce moment, et qu'on utilise un télescope de Newton sans les barlots de correction évoqués précédemment, si on utilise un Schmidt-Cassegrain qui est non edge, si on utilise un Dall-Kirkham qui doit avoir à peu près autant de coma dans le champ qu'un Newton ouvert à 3,5, donc beaucoup. Sur les Dall-Kirkham, en gros, la tolérance c'est de quelques minutes d'arc, c'est typiquement 1 à 3 minutes d'arc. Au-delà, la coma devient vraiment gênante. Et donc dans ce cas-là, on a vraiment très peu de tolérance et il faut du coup corriger cette déviation de l'axe optique. Ce qui arrive bien souvent aussi sur les télescopes, c'est qu'on peut avoir un alignement de l'axe optique par lui-même intrinsèquement qui n'est pas stable. C'est quand même quelque chose, une maladie assez courante sur les télescopes qu'on utilise, sur les Schmidt-Cassegrain, notamment sur un certain nombre de Newton. Et en fait, avoir une platine de réglage XY, ça peut être une façon à la fois d'aller compenser cette déviation de l'axe optique, et une façon éventuellement aussi de corriger les petits défauts de collimation. Un défaut de collimation, ça revient au même, hein, c'est aussi une déviation de l'axe optique qui va vous amener en dehors de l'axe optique justement, et c'est pour ça que vous avez de la coma. Donc avec une platine XY, on peut aller déplacer la caméra là où se trouve l'axe optique. On a de plus en plus des caméras quand même avec des gros capteurs. Donc, alors le problème qu'il y avait, typiquement, il y a cette platine faite par Orion, enfin qui était faite par Orion. Orion a arrêté de la faire et puis depuis Orion a carrément fait faillite. Donc le problème est définitivement réglé. Cette platine, en fait, elle était faite pour faire de l'autoguidage. Il y a une période, il y a 10 ans par exemple, où les caméras d'autoguidage avaient des capteurs tout petits. Et des fois, du coup, on pouvait manquer d'étoiles dans le champ. Donc cette platine, elle servait surtout à ça, à aller chercher une étoile de guidage. Donc c'est pour ça qu'ils ont arrêté de la faire. En fait, ce besoin n'existe plus. Les caméras de guidage ont des grands capteurs maintenant, beaucoup plus sensibles. Et du coup, l'autre solution, il y a l'astronome amateur avec le pseudo Papatilleul là sur AstroSurf qui a fait une platine, un modèle de platine imprimé en 3D. Alors il propose de partager ses plans 3D si on lui demande. Et il propose aussi de les faire, de les réaliser. Il propose ça, il fait quasiment ça à prix coûtant. J'ai plus le tarif exact en tête, mais ça doit être de l'ordre de 60-70 €. Enfin, c'est assez dérisoire. Il y a quand même du travail derrière entre le temps d'impression 3D, la matière première, le temps d'assemblage. Et donc, il fait ce produit-là artisanalement, là, qui fonctionne plutôt bien. Sur la mienne, j'ai rajouté des petites barres latérales comme ça pour. Il y avait un petit peu de jeu quand même. Hein, c'est de l'impression 3D, faut pas trop en demander quand même. C'est quand même bien réalisé hein, ce qu'il a fait, mais pour éviter le jeu, on peut la renforcer un petit peu avec des barres latérales ici, et ça fonctionne très bien. Et donc il faut choisir une de ces solutions selon la configuration optique, soit miser sur un grand capteur et puis on ira chercher l'axe optique où il se trouve dans le champ de la caméra, soit avoir une platine de ce type-là XY.